La pluie n'avait pas cessé depuis l'aube, et lorsque nous sortîmes de l'église Saint-Mathieu, le ciel gris de Charleston me semblait s'être infiltré jusque dans mes os. Arthur Rowan avait été plus qu'un grand-père pour moi, il avait été la voix stable dans une vie trop souvent dominée par des mots tranchants et des silences glacés. La cérémonie fut sobre, digne, remplie de visages venus de la communauté à laquelle il avait tant donné. Mon père, Malcolm, se tenait au premier rang, recevant les condoléances comme un politicien le soir d'une élection. Ses poignées de main étaient fermes. Son sourire mesuré. J'ai cru, un instant, que le chagrin l'avait peut-être adouci. Cet espoir ne dura pas. Quelques heures plus tard, les endeuillés partis, l'odeur lourde des fleurs fanées flottant encore dans l'air, je me retrouvai dans le salon du domaine. Je sirotais un café tiède, fixant la vieille cheminée en chêne où Arthur aimait poser son bras en me racontant ses histoires. Malcolm entra, le masque de politesse qu'il avait porté toute la journée arraché de son visage. « C'est fait », dit-il sèchement. « Le transfert de la succession est officiel. 400 millions inscrits à mon nom. » Il le dit comme on annonce la météo, avant qu'un mince rictus ne vienne tordre ses lèvres. Je hochai lentement la tête, sans savoir ce qu'il attendait de moi. Il ne me laissa pas le temps. « Tu ne sers plus à rien. » Les mots flottèrent dans l'air, trop absurdes pour que je les comprenne aussitôt. « Pardon ? Tu t'es reposé assez longtemps, » répondit-il d'un ton qui trancha net dans l'atmosphère. « Fais tes bagages. Je veux que tu sois hors de cette maison demain matin. » Un instant, je ne sentis plus mes mains. C'était mon père, celui qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait sermonné sur l'ambition, et il me regardait comme un meuble dont on veut se débarrasser. Je me levai, redressant le dos, même si ma poitrine se serrait. Très bien. Ma voix ne trembla pas. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Je quittai la pièce, le bruit de mes pas résonnant dans le long couloir menant à la chambre qui n'avait jamais vraiment été la mienne. J'ai grandi dans une maison où le silence servait de contrôle. Les règles de Malcolm étaient précises et absolues, pas de porte claquée, pas de réplique, et surtout, ne jamais, en aucune circonstance, remettre en cause ses décisions. Mes premiers souvenirs de lui se mesurent en correction, posture trop voûtée, ton trop sec, ambition jugée irréaliste. À 10 ans, j'avais appris à garder mes victoires pour moi. Si je ramenais un A, il demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je remportais un prix, il se demandait à voix haute combien d'autres enfants n'avaient même pas essayé. Les compliments étaient rares, et lorsqu'ils venaient, ils ressemblaient plus à une note de bas de page qu'à une célébration. Arthur était différent. La présence de mon grand-père, c'était comme entrer dans un rayon de soleil après être resté trop longtemps à l'intérieur. Il ne me poussait pas à être parfaite. Il me demandait ce que je voulais, puis il écoutait, vraiment écoutait, ma réponse. À 15 ans, je lui ai confié que je voulais travailler dans la finance, comprendre les courants qui déplacent l'argent et le pouvoir. Malcolm avait ricané, appelant ça « un monde d'hommes ». Arthur s'était contenté de sourire et de me dire d'apprendre tout ce que je pouvais. Des années plus tard, lorsque j'ai été accepté dans un programme de master sélectif, Malcolm balaya ça d'un revers de main, le qualifiant de perte de temps et d'argent. Je me souviens être restée assise sur le porche avec Arthur ce soir-là, ma lettre d'admission sur les genoux, me demandant si je devais refuser. Il sirota son thé glacé, puis fit glisser discrètement une enveloppe vers moi. À l'intérieur, un chèque de banque assez grand pour couvrir ma première année de frais. Ne lui dis rien, dit Arthur. C'est entre nous. Considère ça comme un investissement dans quelqu'un qui en vaut la peine. C'était Arthur, croire en moi, même si cela lui coûtait quelque chose. Maintenant, debout dans ma chambre d'enfance, une valise à moitié pleine devant moi, je repensais à cette nuit-là et à la fierté silencieuse dans ses yeux. Malcolm pouvait me chasser de cette maison, mais il ne pouvait pas effacer les fondations qu'Arthur m'avait données. La maison ne me semblait déjà plus mienne. En quelques jours à peine, la chaleur qu'Arthur avait insufflée au domaine s'était évaporée, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Des portes qui avaient toujours été ouvertes étaient désormais verrouillées, la bibliothèque, le jardin d'hiver, même le petit bureau où Arthur gardait ses dossiers. Chaque poignée ne fit que teinter inutilement quand j'essayais. Le personnel, des gens que je connaissais depuis des années, évitait mon regard. Margaret, la gouvernante qui me glissait autrefois des scones en douce, ne m'adressa plus que de brefs hochements de tête, les mains occupées à des tâches sans importance. Quand je lui demandai ce qui n'allait pas, elle murmura quelque chose au sujet des instructions de Monsieur Rowan, avant de s'éclipser. Au dîner, Malcolm parlait comme si je n'étais pas là. Il évoquait l'avenir, d'un ton définitif, parlant de rénovation, de nouveaux investissements et de rationaliser la maison,
de façon à rendre clair que je n'en faisais pas partie. Sa voix portait la satisfaction de celui qui se débarrasse de ce qu'il considère comme un poids mort. De retour dans ma chambre, j'essayai de me concentrer sur mes affaires. Mes doigts glissèrent sur le dos des livres que je gardais depuis le lycée, refuge durant une époque où j'avais besoin de lieux sûrs pour cacher mes pensées. L'un d'eux, une épaisse biographie qu'Arthur m'avait offerte pour mes 18 ans, se détacha plus facilement que les autres. En le tirant, je sentis quelque chose de petit et ferme glisser à l'intérieur. Je l'ouvris et découvris une enveloppe scellée, coincée entre les dernières pages. Mon nom, tracé de la main sur d'Arthur, ressortait sur le papier crème. Assise au bord du lit, je déchirai le sceau avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille à en-tête, l'encre palme et ferme. Le testament protège ceux qui protègent les autres. Pas d'explication, pas de contexte, juste cette ligne, assez lourde pour m'arrêter net. Je la relus, traçant les mots du doigt, comme si plus de sens pouvait apparaître. Arthur l'avait cachée pour que je la trouve. Pas Malcolm, pas un autre. Je repliai le billet, le remis dans l'enveloppe et le glissai dans mon sac, mon esprit déjà en train de tourner, cherchant ce que cela pouvait signifier. Le bureau de Malcolm sentait légèrement la fumée de cigares et le cuir ciré, comme du temps où Arthur l'occupait, sauf qu'à présent, toute chaleur avait disparu. Malcolm était assis derrière le lourd bureau en acajou, renversé dans le vieux fauteuil d'Arthur comme s'il avait toujours été le sien. Un verre de cristal rempli à moitié de bourbon reposait près de son coude, captant la lumière de la lampe de bureau. « Assieds-toi, dit-il, sans lever les yeux des papiers devant lui. Je ne bougeai pas avant qu'il ne finisse par relever le regard, un mince rictus accroché au coin de ses lèvres. « J'imagine que tu as entendu, commença-t-il, comme si toute la ville n'était pas déjà en train de bruisser de la nouvelle. 400 millions. Tout à moi. » Arthur a été généreux. Sa voix ne portait aucune trace de deuil, seulement la satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner une partie truquée à son avantage. Je restai silencieuse, le laissant emplir l'air de ses paroles. « Tu as profité d'un long séjour confortable ici, Calista, reprit-il, son ton virant au froid. Mais tu n'es plus une enfant. Tu es un fardeau financier. Et franchement, tu vivotes. » Il l'avait dit comme un verdict, pas une opinion. J'eus presque envie de rire. Je travaillais depuis mes 16 ans, avais payé la plus grande partie de mes études supérieures moi-même grâce à Arthur, pas à lui, mais discuter maintenant reviendrait à crier contre le vent. « Je veux que tu sois parti demain matin, » dit-il en se penchant en avant, les coudes sur le bureau. Pas de drame, pas d'adieu interminable. C'est ma maison désormais, et je décide qui a le droit d'y rester. Son regard s'attarda sur moi, attendant la faille, le sursaut, la protestation désespérée. Je sentais le poids de la note d'Arthur dans ma poche, les mots brûlants contre ma jambe, le testament protège ceux qui protègent les autres. Je redressai les épaules. Très bien. Pas de tremblement dans ma voix. Pas d'hésitation. Je me levai, me retournai et sortis sans un mot de plus. À l'étage, je terminai de ranger mes vêtements dans la vieille valise en cuir qu'Arthur m'avait donnée des années plus tôt. L'enveloppe resta dans la poche de mon manteau, comme si la déplacer pouvait affaiblir la force qu'elle m'avait donnée dans ce bureau. Quand l'horloge du couloir sonna 9 heures, mes bagages étaient près de la porte. Je ne me retournai pas en sortant dans la fraîche nuit de Charleston. Le lendemain après-midi, je tirai ma valise dans l'escalier étroit d'un petit immeuble en briques du centre-ville de Charleston. L'appartement était à peine assez grand pour que je puisse écarter les bras sans toucher les deux murs, mais il était à moi. Pas de porte verrouillée, pas de regard surveillant si j'étais à la hauteur. J'avais vendu quelques bijoux que Malcolm m'avait offerts au fil des années, des cadeaux plus pour l'apparence que pour le cœur. L'argent n'était pas énorme, mais suffisant pour payer la caution et le premier mois de loyer. Mon travail d'analyste financière me permettait de travailler à distance, alors j'installai mon ordinateur sur la petite table de cuisine et gardai des horaires réguliers, imposant un semblant de normalité au chaos. Pourtant, le soir, je me surprenais à ressortir l'enveloppe de ma poche de manteau, à relire les mots d'Arthur, « Le testament protège ceux qui protègent les autres ». Ça ne ressemblait pas à une phrase dite à la légère, et certainement pas à un message destiné à Malcolm. Je commençai à fouiller discrètement, registre public, dépôt de succession, même de vieux articles sur des héritages assortis de clauses inhabituelles. La plupart n'étaient que du bruit, mais de temps à autre je tombais sur quelque chose qui faisait bondir mon cœur, des trusts débloquant des fonds uniquement sous certaines conditions, des testaments liés à des projets communs ou à des œuvres communautaires. Arthur avait été méticuleux dans tout ce qu'il faisait. Il était possible, peut-être même probable, que son testament ait été rédigé avec la même précision.
3 jours après mon installation, mon téléphone s'alluma avec un numéro inconnu. J'étais sur le point de laisser filer sur la messagerie, mais quelque chose me poussa à décrocher. Calista Rowan? La voix était nette, professionnelle, avec une pointe d'amusement sec. Oui. Ici Evelyn Cole. J'étais l'avocate de votre grand-père. Une pause, volontaire. Nous devrions parler de son testament. Il est inhabituel. Il y avait dans son ton une lueur de satisfaction, comme si elle retenait quelque chose en attendant que nous soyons face à face. Je me redressai d'un coup. À quel point inhabituel? Elle eut un petit rire entendu. Disons simplement que la semaine de votre père est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Pouvez-vous venir à mon cabinet demain? Je jetai un coup d'œil à l'enveloppe posée sur la table, mon esprit déjà en train de courir plus loin. Le cabinet d'Evelyn Cole n'avait rien de ce que j'avais imaginé. Pas d'acajou verni ni de tapis anciens, seulement des lignes sobres, des couleurs neutres, et un mur de dossiers soigneusement étiquetés. Elle m'invita d'un geste à m'asseoir en face de son bureau, puis croisa les mains, me scrutant avec ce regard qui disait qu'elle en savait déjà plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'attendais votre appel », commença-t-elle. Votre grand-père avait anticipé certaines dynamiques dans cette famille. Je haussai un sourcil. Vous voulez dire mon père? Je veux dire exactement votre père, répondit-elle en tirant vers elle un classeur épais. Arthur a placé tout son patrimoine, absolument tout, dans une fiducie. Malcolm ne peut pas toucher un centime des 400 millions à moins que certaines conditions soient remplies. Je me penchai en avant, le cœur battant plus vite. Quelles conditions? Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, comme si elle attendait cette question. Il doit mener à bien un projet de réaménagement communautaire qui obtienne l'approbation de la ville et réponde aux critères philanthropiques d'Arthur. Et il doit le faire avec vous comme coexécutrice. Autorité égale. Droit de signature égal. Je me renfonçai dans mon siège, essayant d'assimiler. Vous êtes en train de dire qu'il ne peut pas le faire sans moi? Exactement. Et il y a plus, poursuivit-elle. Durant les 12 mois nécessaires à la réalisation du projet, il ne doit y avoir ni procès entre vous et Malcolm, ni rupture publique, ni retrait formel de l'arrangement par l'une ou l'autre des parties. Toute violation, et la fiducie se dissout, et l'argent. Evelyn tourna la dernière page de la clause. La moitié irait aux associations caritatives désignées par Arthur. L'autre moitié directement à vous. Un instant, tout ce que j'entendis fut le léger ronronnement de la climatisation. Je pensai à Malcolm dans son bureau, sûr de lui, convaincu qu'il avait déjà gagné. Je pensais à lui me disant que je ne servais à rien. Arthur avait vraiment tout prévu, murmurai-je. Il voulait s'assurer que la personne en qui il avait le plus confiance soit en position de protéger son héritage, dit Evelyn. Et cette personne n'était pas votre père. Je fis courir mes doigts le long du bureau, lentement, délibérément. Quand Malcolm l'apprend-il? Le sourire d'Evelyn s'élargit légèrement. C'est déjà fait. Je sentis le changement dans ma poitrine, une anticipation froide, maîtrisée. Alors je suppose que je devrais m'attendre à ce qu'on frappe à ma porte. Ça ne prit pas longtemps. Moins de 24 heures après avoir quitté le bureau d'Evelyn, un coup sec résonna à ma porte. Quand je l'ouvris, Malcolm était là, vêtu avec élégance mais déjà un peu défraîchi. Son visage était pâle, une fine sueur perlait à sa racine des cheveux. « Calista » dit-il, forçant un sourire. Je pensais qu'on devrait parler. De famille à famille. Je m'écartai sans un mot, le laissant entrer dans mon petit salon. Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur les meubles d'occasion comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle. La banque me dit qu'il y a eu un malentendu, commença-t-il en s'asseyant sur le canapé. Les fonds sont bloqués dans une sorte de fiducie. Paperasserie ridicule. Son ton était léger, mais j'entendais la tension en dessous. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. C'est le testament. Il fit un geste vague de la main. Ton grand-père était sentimental. Je suis sûr qu'on peut contourner ça. Il se pencha en avant, adoucissant sa voix. Toi et moi, le sang reste le sang. Nous avons une eau différente, mais maintenant nous pouvons nous unir. Faire en sorte que ça marche pour nous deux. Les mots d'Arthur traversèrent mon esprit. Ne réagis pas, négocie. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Demandai-je calmement. Que tu signes ce qu'il faut pour que je puisse avancer. Tu recevras quelque chose, bien sûr. Je soutins son regard. Ce n'est pas ce qui est écrit. Son sourire s'affaiblit. Calista, je t'offre une manière d'éviter les complications. Tu crois pouvoir gérer un projet de plusieurs millions sans moi?
Tu nous feras couler tous les deux. La menace était là, tapie dans ses mots. Mais je ne bronchais pas. Si tu veux l'argent, dis-je, tu suivras les conditions. Toutes. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. Un instant, je crus qu'il allait exploser, mais il se contenta de se lever et de rajuster sa veste. Réfléchis grec, dit-il, avant de sortir sans un regard en arrière. Je refermai la porte derrière lui, déjà certaine que je n'aurais pas besoin de le faire. Il reviendrait. 2 jours après notre première rencontre, j'avais l'accord prêt. Evelyn m'avait aidé à le peaufiner, chaque clause rédigée avec la même précision qu'Arthur avait mise dans son testament. Malcolm devrait me reconnaître publiquement comme coexécutrice, couvrir mes frais de vie pendant toute la durée du projet, et transférer 3 propriétés précises de l'héritage à mon oncle sans condition, sans retour possible. Quand je fis glisser le document de l'autre côté de la table de conférence d'Evelyn, les yeux de Malcolm le parcoururent rapidement avant de remonter vers moi. « Tu n'es pas sérieuse. » « Chaque mot, répondis-je. Il s'adossa, croisant les bras. « Je ne signerai pas ça. Tu m'extorques. » Je ne clignai pas des yeux. « C'est le testament qui t'extorque. Je t'offre juste une issue. » La semaine suivante, il traîna. Prétendit être occupé ailleurs. Renvoya des pages couvertes de notes en rouge. Consulta même un autre avocat, un homme en costume impeccable qui ne fit qu'une seule réunion avant de confirmer calmement la vérité, la rédaction d'Arthur était inattaquable. Sans ma coopération, les 400 millions de Malcolm pouvaient tout aussi bien être enterrés sous terre. Quand il revint enfin au bureau d'Evelyn, il était plus silencieux. Pas vaincu, pas encore, mais alourdi, crispé. Il prit le stylo, le fit rouler entre ses doigts, et signa chaque page d'un geste sec et rapide. Evelyn authentifia le tout, son expression neutre, même si je crus percevoir une lueur de satisfaction dans ses yeux. Malcolm poussa le dossier signé vers moi, les jointures blanchies. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Calista. »« Je sais, » répondis-je en glissant l'accord dans ma chemise. Nous nous levâmes, l'air chargé de tout ce qui restait tu. Il partit sans me serrer la main, la porte se refermant derrière lui. Pour la première fois depuis des années, je sentis l'équilibre changer, pas seulement dans les papiers, mais dans le pouvoir. Et ce n'était que le début. Le terrain en bord de mer n'était guère plus qu'un carré d'asphalte fissuré et d'herbes folles au départ. Les plans d'Arthur prévoyaient quelque chose de vivant, des murs de verre ouverts sur le port, des salles pour la formation professionnelle, et un espace pour les marchés locaux le week-end. Dès la première semaine, je fis de chaque détail mon affaire. Je parcourais le chantier avec les entrepreneurs chaque matin, passais les factures en revue le soir, et tissais des liens avec les responsables municipaux dont nous avions besoin des signatures. Plus je me montrais, plus les équipes se tournaient vers moi pour les décisions. Malcolm détestait ça. Il arrivait en retard aux réunions, lançait des idées pour réduire le budget qui ne respectait ni les normes, ni la vision d'Arthur. Chaque fois que je refusais, il maugréait que j'étais impossible à gérer. Mais jamais il n'essaya de m'écarter. Il ne le pouvait pas. Le testament s'en assurait. La presse adorait l'histoire, la famille Rowan s'unit pour honorer le rêve du patriarche. Il nous photographiait côte à côte, souriant devant les caméras. Dans les pages glacées des magazines, nous avions l'air d'une véritable équipe. Mais derrière ces sourires, chaque conversation était une négociation. Au 11e mois, l'ossature d'acier du centre était achevée, les panneaux de verre captant la lumière du matin. Malcolm se tenait à mes côtés, sur le balcon surplombant l'eau, regardant les ouvriers fixer les derniers supports. « Tu t'es débrouillé mieux que je ne l'avais prévu, » dit-il, des mots secs mais sincères. « Mieux que tu ne l'aurais voulu, » répondis-je. Il laissa échapper un petit rire sans joie. Peut-être. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas du pardon. Mais c'était une reconnaissance, aussi réticente fut-elle, que je n'étais pas le boulet qu'il avait voulu faire de moi. Et dans quelques semaines, le projet serait terminé, et les conditions du testament seraient respectées. La cérémonie d'inauguration attira une foule si nombreuse qu'elle déborda sur les trottoirs. Les dirigeants de la ville, les journalistes et les familles du quartier s'étaient réunis sous un soleil éclatant de printemps, le nouveau centre communautaire brillant derrière nous. Malcolm se tenait à ma gauche, les mains jointes, le sourire parfaitement répété. Les caméras l'adoraient, mais les discours n'étaient pas les siens. C'était la stipulation d'Arthur et la mienne. Quand vint mon tour, je montai sur l'estrade. Je parlais de la conviction d'Arthur que la richesse n'avait de valeur que si elle élevait les autres. Je remerciais les entrepreneurs, les bénévoles et la communauté qui avaient travaillé à nos côtés. Je ne mentionnais pas Malcolm.
Les applaudissements commencèrent timidement, puis s'amplifièrent pour devenir réguliers et chaleureux, se propageant dans toute la cour. Du coin de l'œil, je vis l'expression de Malcolm se durcir, sa mâchoire se crisper alors que l'attention restait fixée sur moi. À la fin de la journée, les conditions de la fiducie étaient remplies. Malcolm aurait sa fortune. J'avais autre chose, 3 propriétés de premier ordre à mon nom, et le mérite public d'avoir concrétisé la vision d'Arthur. Alors que la foule se dispersait, je m'éclipsai par le sentier latéral, mes talons claquant sur les briques neuves. Le centre se dressait derrière moi, rempli de voix, exactement comme Arthur l'avait imaginé. Je ne me retournai pas vers Malcolm. Je n'en avais pas besoin. J'avais pris la part de l'héritage familial qui valait la peine d'être gardé et laissé le reste dans le passé.